On reprend la Gemara. Alors, ceux qui sont en Zoom, est-ce que vous avez besoin que je vous mette l'écran de la Gemara ou vous pouvez l'avoir attendez, je sais pas, c'est simple. Non, c'est bon pour ça. Ou est-ce que vous avez une Gemara devant les yeux? Parce que sinon, Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon aussi. on va faire comme ça. J'ai oublié d'enregistrer cette fois-ci. Alors, on va reprendre. La Gemara va dire Goufa. Elle va revenir sur un enseignement qu'elle avait cité, dont elle avait cité une petite partie en fait. Et comme très souvent, une fois qu'elle a cité cet enseignement, elle va revenir à l'ensemble de l'enseignement pour pas tellement le développer en vérité, mais juste pour qu'on en ait une connaissance plus large. Donc, voilà. Parce qu'on s'était posé la question de savoir est-ce que la ville de Kadesh est véritablement une ville de Miklat, Hebron, etc. Et à l'occasion de cette réflexion-là, on avait dit mais comment est-ce possible de dire que Kadesh est une ville de refuge, puisque les villes de refuge ne doivent pas être des grandes villes. Or, il est écrit dans Sefer Yehoshua que Kadesh était une grande ville fortifiée. Réponse soit il y a deux Kadesh, soit il s'agirait de la ville fortifiée qui est dans Yeshua, et à côté d'elle, une autre ville qui porte aussi le nom de Kadesh. Donc, et c'est de celle-là dont on parlerait. Donc, lors de cette analyse-là, eh bien justement, on a évoqué l'enseignement comme quoi une ville de refuge ne doit être ni trop grande ni trop petite. Alors, c'est ce qu'on va reprendre. Donc reprendre la Gemara à partir de Goufa, Daf Yud Amud Aleph. Goufa, donc le corps même de l'enseignement, Harim Halalou, ces villes de refuge, En Osinotan, Lo Tirin Ketanim, Velo Krakin Gedolim. On n'en fait ni de toutes petites villes, des petits villages, ni de grandes cités. Et là, Ayarot Benoniot, mais des villes moyennes. Ben Moshivinotan et la Bimakom Maïm, et on ne les installe qu'à des endroits où il y a de l'eau. Et Imen Sham Maïm, et s'il n'y a pas d'eau, il faudrait comprendre qu'il n'y a plus d'eau en fait, puisqu'au départ, il fallait les installer uniquement là où il y avait de l'eau, mais entre-temps, le ruisseau s'est tari, etc. Mais Vi'in Ayen Maïm, on leur amène de l'eau, c'est-à-dire qu'on a une obligation de faire dériver les cours d'eau, d'irriguer, etc., de manière à amener l'eau. Donc c'est une véritable obligation ici, qui va loin ici dans la manière d'organiser ces villes. On ne peut créer ces villas que dans un endroit où il peut y avoir des marchés. Et uniquement là où il y a ce qu'on appelle Ukhlusin. Ukhlusin, ça veut dire de la population, mais quand on parle d'Ukhlusin, on parle d'une population qui est externe à la ville. Ce qui veut dire qu'il faut qu'autour de la ville, il y ait des petits villages, il y ait une sorte de tissu social assez, je ne vais pas dire dense, hein, c'est un trop grand terme, en tout cas qu'il y ait des liens à l'extérieur de la ville, avec des paysans, etc., pour que ça crée une sorte de vie dans la ville elle-même et pas une ville perdue quelque part avec rien autour. À tel point que que si cette population a diminué, on a l'obligation de rajouter. Vous imaginez c'est ce que ça signifie, vraiment aménagement du territoire, que l'État a obligation, alors on dit l'État parce que de toute façon parler au nous aujourd'hui, à l'époque, je ne sais pas, le Sanhedrin, les juges, je ne sais pas, l'autorité en place en tout cas, a obligation de trouver des moyens de faire habiter les gens dans ces petits villages qui habitent autour des villes, par des incitations, par je ne sais quoi, d'accord, parce qu'il faut que la ville soit entourée de gens qui y habitent. Autour de la ville de Miklat. On ne parle que d'Aré Miklat ici. Non, une autre ville qui n'est pas une ville de Miklat. Si avec le temps, il y a de moins de gens, il y a moins de gens, c'est tout, c'est pas grave. Mais la ville de Miklat, il faut qu'elle reste une ville entourée de population. Et si les habitants de la ville eux-mêmes ont diminué, pas que les gens qui sont autour, mais les villes israéliennes, on amène volontairement des trois types, des Kohanim, des Lévites d'Israélim, qui vont habiter donc là-bas. Donc des gens en vérité qui vont être choisis pour ça. Alors on va s'arrêter peut-être un tout petit peu là-dessus. On va regarder Rashi. Harim Alalou, donc c'était votre question. Harim Miklat, on parle des villes de Miklat. Et on n'en fait ni des Tirim Ktanim, ni des petits villages. Les filles chez En Mezonot Metsukinchan, parce que dans les petites villes, ils risquent de manquer
de biens de première nécessité, c'est-à-dire dans une petite ville, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de mouvements, etc. Donc, il peut manquer de pain, il peut manquer de farine, il peut manquer de toutes sortes de choses. Alors que dès qu'on a une ville un peu plus importante, généralement, il y aura de quoi vivre. Donc, une ville de refuge doit être un endroit, et c'est la première chose qu'on voit ici, dont la survie est assurée. Ni de trop grandes villes. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faudra pas non plus qu'il y ait une trop grande ville? Si une trop grande ville, il ne manquera de rien. Parce que là, c'est un autre problème. Chez Akol Nikbatim Sham, Tamid, parce que comme c'est des grandes villes, il y a beaucoup de gens qui viennent s'y rassembler. Ici, on parle de gens qui sont extérieurs à la ville. Une petite ville, dans une ville moyenne, pas une petite, dans une ville moyenne, il n'y a pas nécessairement énormément de mouvements de personnes extérieures. Alors que si c'est une grande ville, alors toute la journée, il y avait beaucoup de gens. Et dans beaucoup de grandes villes, d'ailleurs, pendant la journée, il y a plus de monde qui ne sont pas des résidents de la ville, hein, dans la journée même, qui viennent pour travailler, etc., que de véritables résidents. Donc, il y aurait trop de circulation et beaucoup trop de personnes. D'accord. Et alors, quel est le problème? Veillez regel goel adam metsuya sham. Et donc, le pied, littéralement, du goel adam, le goel adam peut très bien se trouver là-bas. Veillez Rovlo et va se tenir en embuscade. Et donc, on voit apparaître ici ce qu'on va voir de manière encore plus explicite par la suite, que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il y a une ville de refuge que le Goël Adam, pratiquement, et pas en théorie, mais pratiquement, est en sécurité. Théoriquement, la ville de refuge est là pour qu'ils soient en sécurité, mais une fois qu'il est dedans, en vérité, il faut s'assurer pratiquement qu'il sera vraiment en sécurité, que le Goël Adam ne tue pas et qu'il ne profite pas. Or, ce que l'on craint, c'est que le Goël Adam ne rentre avec tous les gens qui rentrent dans la ville. On ne s'en rend pas compte parce qu'il y a tellement de monde qui rentre et qui sort qu'on ne sait pas tous ceux qui circulent, et donc profite de cela pour tuer quelqu'un et ensuite s'en aller. Alors que si c'est une ville qui est de taille moyenne, on peut contrôler les entrées, les sorties, etc. Donc, vraiment, ce qui est intéressant ici, c'est de dire qu'il faut supposer que malgré la ville de refuge, le Galadam ne veuille tuer le Rotséar, donc celui qui est tué de manière involontaire. On peut revenir un petit peu à ce que tu disais la semaine dernière. Vas-y. Oui. De dire que aujourd'hui, même si ça a l'air un peu brut, un peu primaire, tout ça, c'est parce qu'on a perdu un genre de lien fort avec notre entourage et qu'on est devenu plus individualiste. Voilà, tu parles de lien, moi, il faut utiliser encore un autre terme. Hein, c'est responsabilité. Voilà, un terme de responsabilité qui est très important. Okay. Mais si, là, par rapport à ce qu'on voit là, imaginons maintenant quelqu'un qui fait quelque chose vraiment de honnête, qui tue quelqu'un. Ça veut dire en fait que via toutes ces procédures de Rémiclat, on entend que celui qui tue Bohanès, il est un peu pardonné par le Goladam. Alors, s'il est Bohanès, on a dit qu'il n'a même pas besoin d'aller dans une Rémiclat. Oui, c'est ça. Ça veut dire que, mais on ne dit pas, il faut le protéger, etc. Non. Donc, pour lui, effectivement, on considère que le côté honnête, tout est encore une fois, tout est une question de tension entre deux choses qui sont les deux vraies. La question, c'est où est-ce que je mets le curseur. Mais moi, ma question, c'est quelqu'un qui fait quelque chose exprès, on le tue. Quelqu'un qui fait Beshogeg, comme ici, Aramiklat, on le protège, etc. Parce qu'on sent que chez le Goël Adam, il reste quelque chose. Et que de l'autre côté, ce que tu dis est vrai, mais il faut rajouter. Et que de l'autre côté, on veut faire comprendre à celui qui a tué et à ceux qui risqueraient de tuer de manière négligente que la négligence est une faute. C'est très important, il faut rajouter cette idée-là. Mais par contre, quand c'est Bohanès, là, donc, le désir du Goël Adam, il est toujours vrai, d'accord? Voilà, bien sûr, pour lui, il s'en fiche quelque part. Mais voilà, mais on va dire au Goël Adam, le Goël doit être capable d'entendre cette fois-ci cela, qu'il n'y a pas de négligence, il n'y a pas de faute de l'autre. Pourquoi tu veux tuer quelqu'un qui n'a commis aucune faute? Donc, il y a évidemment un moment. Ici, c'est-à-dire qu'on laisse libre cours à ce désir atavique. En fait, voilà, parce que l'autre, de son côté, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, aurait pu empêcher cette mort. Qu'un Goël Adam, ils disent « Je veux tuer cet homme-là parce que c'est à cause de lui qu'il est mort », la réponse « Oui, c'est vrai, il a raison. » Je peux pas dire « Oui, c'est vraiment à cause de lui qu'il est mort. » C'est-à-dire, la personne est responsable de la mort de mon frère. La personne, elle est responsable. Et c'est ça qui est très important. Elle n'a pas voulu la tuer, elle n'a pas fait. Mais si elle n'avait pas fait cette bêtise ridicule, mon frère serait encore en vie. Quoi, je vais rester les bras croisés que ça arrive dans la vie. Non, je suis désolé, ça ne devrait pas arriver une chose pareille. Donc il y a quelque chose qui est inadmissible.
et quelque chose où le Goël Adam est en droit de dire tu m'as causé un tort, tu m'as à moi causé un tort. Et je réclame réparation. Je réclame vengeance. La réparation, c'est le sang pour le sang. C'est vengeance. Voilà, mais c'est ça que j'appelle réparation. Ça veut dire, c'est Kim Bedam Shofro, d'accord? Yehoupar, je demande expiation. Un sang a été versé, le sang doit être versé. Et je suis en droit de réclamer cela, je suis en droit de penser cela, de ressentir cela, qu'à la condition qu'effectivement, il y ait une forme de culpabilité en face, de responsabilité en face. S'il n'y a aucune responsabilité en face, de quel droit? Dans ce cas-là, il y a des choses qui dépassent tout le monde, d'accord? Et là c'est juste la vengeance pour la vengeance. La vengeance pour la vengeance, c'est un non. C'est juste parce que tu as perdu ton frère. Tu as perdu ton frère, mais l'autre n'est pas responsable devant ton frère. C'est-à-dire, c'est comme si on lui disait, et s'il était mort d'un éclair, qu'il était tombé du ciel, et s'il était tombé de maladie, ben c'est pareil. Et là, t'en aurais voulu à qui? Donc, il faut que tu acceptes que même s'il y a un être humain derrière qui est peut-être la cause indirecte de la mort de ton frère, mais cet être humain n'y est pour rien et ça aurait pu se passer par un taureau qui l'a renversé, ça aurait pu se passer par lui-même qui aurait glissé. Tout est possible. Ouais, ça veut dire que nous, au niveau de la société, on a une nature qui est très différente de Shogeg quand le gars est dans Yermiklat. On veut le protéger, etc., mais on conçoit quelque part, il mérite la mort. C'est-à-dire que Voilà. le Goaladam risque de le tuer à tort. Il va le tuer, s'il le tue, c'est à tort, parce qu'il n'a pas le droit de le tuer à Yermiklat. Alors que Baonès, c'est sûr en fait que la tension ne se développera pas. Si, elle se développera. Bien sûr que si, oui, tu as tout à fait raison. Oui, mais il ne faudra pas le. Bien sûr que si, c'est pour ça que on ne le protège pas de cette manière. Ouais, c'est pour ça que, d'une part, on considère que malgré, on est toujours face à des idées qui sont contraires et pourtant les deux vraies. Hein. C'est ça qui est très important. On considère malgré tout que ce n'est pas parce que j'accepte l'idée et je lui fais une place à cette nécessité de vengeance, de cette idée de clan, etc., qui est aussi nécessaire pour créer un peuple, d'accord? C'est pas parce que je considère que ça, c'est vrai et dans une certaine mesure, c'est bien, que je considère que quelqu'un qui vit cela, je ne peux pas lui parler. Il est sourd à tout et qu'il n'y a aucune façon de discuter avec lui. Ce que tu disais qui est vrai, et nous, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on vit avec ça, c'est qu'on a réussi à calmer tout le monde aujourd'hui. On vit dans une société aseptisée, on vit dans une société où la violence a été en très grande partie soit entièrement empêchée, ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, pour tout le monde, considéré comme un crime et il n'y a pas à discuter, etc. N'importe qui de bien pensant dira qu'on ne fait pas justice soi-même, etc. etc. D'accord? Donc, le discours passe. On peut convaincre, on peut réussir à enseigner cela et à éduquer, à faire évoluer une société vers ce genre de pensée. Donc, si on ne croit pas à ce que je viens de dire, qu'effectivement une société peut entendre ce discours, dans ce cas-là, il n'y a rien, on doit barricader tout le monde. D'accord? Donc, c'est parce qu'aussi on a cette certaine confiance que ce qui est vrai pour la Torah est quelque chose qui peut être entendu par la société. Maintenant, ça veut dire que ça marchera à tous les coups. Imagine qu'effectivement, on vit dans un monde où les gens n'entendent rien et que la seule chose qui compte, c'est régler ses comptes. Les villes de refuge ne savent rien, ce que va dire la Gemara. Le jour où il y a eu tellement de gens qui sont morts, c'était fini. Ça veut dire ça marche c'est pour ça que c'est un des buts essentiels de ce que j'ai dit la fin dernière, c'est qu'il ne faut pas voir dans la manière dont les rémigrants sont présentés comme une forme, on va dire, comme très souvent, une forme de compromis dans l'échelle de la civilisation. Il y a deux choses vraies. Voilà. On n'est pas vraiment au niveau le plus bas, mais on n'est pas non plus au niveau le plus élevé. Donc la Torah, elle a créé une sorte de compromis où on protège les uns tout en les etc. Mais en vérité, ce serait tellement mieux de faire mieux. J'essaie de montrer que ce n'est pas du tout ça la question. Bien au contraire, et ta question elle me sert à ça en fait. Bien au contraire, c'est qu'il y a une forme d'utopie à créer ce genre de rémiclate à cause des questions que tu as posées. Ça veut dire, on considère que lorsque la personne n'est pas dans la Yermiklat et qu'elle est responsable, elle est en danger, mais que si elle n'est pas responsable, elle ne sera pas en danger. Oui, on croit ça. Ben, comment tu peux croire ça? Je pense que oui, que les sociétés sont capables d'entendre un truc pareil. Elles sont capables d'entendre que quelqu'un et de refuser la négligence, de culpabiliser la négligence, de la condamner de manière très grave, en disant les gens sont responsables de ce qu'ils font, d'accord? C'est pas un Dieu qui a voulu que les choses, c'est quelque chose auquel on va arriver, que les choses se produisent, c'est pas la faute à personne, d'accord? C'est pas vrai, d'accord? La négligence, c'est quelque chose de très grave. Et en même temps, il y a des choses parfois qui nous échappent. Et ça, tout le monde est capable de l'entendre.
Et que si les sociétés modernes ont été capables d'enseigner ça à tout le monde, une société juive est capable d'enseigner même au Goël Adam à qui on a dit qu'il avait malgré tout le droit d'exprimer sa vengeance. D'accord? C'est-à-dire que dans un monde idyllique, le troisième Beth Amikdash, je ne sais pas, il faudrait peut-être retrouver cette. Moi, je ne serais pas étonné. Mais je ne sais pas, hein, on parle de choses très souvent, mais ça m'amuse quand on sait à l'avance comment ça va se passer. Mais je ne serais pas étonné qu'on passe à quelque chose qui relève beaucoup du symbole et auquel finalement on s'est habitué pour plein d'autres choses dans la vie. C'est des choses qu'une ville de Miklat, elle ressemble beaucoup plus à, c'est-à-dire qu'il n'y aurait été aucun Goël Adam qui va lui courir après. Mais il va quand même y aller parce que voilà, il comprendra que normalement c'est ça qu'il mériterait. Le Goël Adam ne lui courra pas après parce que dans sa tête, il aura compris, l'essentiel c'est qu'il aille dans la ville de Miklat et qu'il a compris qu'il a fait une grosse bêtise, quoi. Et que c'est important de mettre en scène cela, d'accord, qu'il y ait une sorte d'épée qui symboliquement est sur sa tête. Mais à aucun moment, ni dans le Rambam, on a vu qu'il y avait une mitzvah pour le Goël Adam. Je ne suis pas allé jusque-là, tu entends? Qu'il y avait une mitzvah pour le Goël Adam. La Torah, ce qu'elle veut dire, c'est que ces sentiments qui existent dans l'humain, qui existent dans certaines sociétés, etc., ont quelque chose de vrai. Voilà, ont quelque chose de vrai. Maintenant, avoir quelque chose de vrai, ça ne veut pas dire, et c'est de bien comprendre, que la seule façon d'exprimer ces sentiments vrais, c'est d'aller tuer son prochain. D'accord? C'est plus une mise en situation. Voilà, et que tu peux malgré tout jouer le jeu sans le faire. D'accord? On est très habitué à ça, nous, juifs, de jouer plein de choses, de faire plein de mises en scène, de choses qui en été nous échappent, mais on continue à faire comme si. D'accord? On est très loin, nous, depuis des siècles, et aujourd'hui ça change un petit peu, mais comme on a été loin du monde agricole, etc., et on a continué à faire des fêtes qui avaient quelque chose d'agricole, et quelque chose, etc. La mise en scène a permis de perpétuer un enseignement, de perpétuer un message, et de véritablement y adhérer, alors qu'on était coupé de ces réalités depuis bien, bien, bien longtemps. D'accord? Et, mais là, je m'aventure sur des choses comme je suis incapable de dire, hein. Je suis dans des élucubrations complètement. Faut vraiment, ça tient sur rien ce que je dis là. Ce que je veux dire, ça change rien à la lecture que j'en fais. C'est-à-dire, la Torah part de quelque chose qui est réel, et moi, ce que j'essaie d'entendre de ce que dit la Torah, c'est de dire la Torah ne veut pas éteindre certains sentiments, alors que les sociétés modernes se sont construites sur l'effacement de sentiments, sur le refoulement de certains sentiments. Et la capara par justement un ressenti fort. Je n'ai pas compris. Si tous les dynimes de Aramiklat, c'est de l'ordre de la capara, c'est justement en faisant vivre. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que je suis bien obligé de faire. Mais la notion de capara, elle n'est pas suffisante. Parce que la notion de capara n'expliquera pas pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit la famille qui vienne. La notion de capara, c'est tu as fait une faute, tu mérites capara. La famille du mort qui a besoin de te. La notion de capara, elle aurait pu fonctionner de manière tout à fait indépendante. Oui. Ce que tu fais, c'est très grave, tu mérites d'être puni. Il vivent, c'est la tension qu'il y a. Voilà, il faut qu'il vive qu'il a fait souffrir une famille. Qu'il a enlevé un membre de quelque chose. Comme j'ai enlevé le bras de quelqu'un et je vois comment il souffre, j'ai déchiré un corps social. Et ça, c'est encore autre chose que j'ai tué quelqu'un. Et j'ai lu énormément et au niveau halakhique, et au niveau philosophique, et au niveau midrashique, etc. Tout ce qu'on touche dans Rémiklat, on a une lecture occidentale. Où même quand on arrive à dire quelque chose de différent du monde dans lequel on vit, en disant la Torah fonctionne différemment, la Rémiklat, etc., parce que pour elle, la vie, c'est très important, ça reste une lecture occidentale de ce qu'on appelle l'importance de la vie. C'est-à-dire, ça reste l'individu que j'ai tué, et c'est inadmissible d'avoir tué l'individu. Et qu'il faut entendre que même si c'est involontaire, c'est très grave, d'accord? Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Tu as fait perdre un frère, tu as fait perdre un fils, tu as fait perdre un père, tu as fait perdre un cousin. Et ça aussi, tu dois l'entendre. Et c'est les mêmes termes. Comme tu as désapproprié quelqu'un de sa terre, d'accord? Mais c'est lui qui me l'a vendu, il n'avait pas le choix, il était pauvre, d'accord? Mais la Torah, elle veut t'entendre dans une vision, encore une fois, purement individualiste et consumériste et commerciale, etc. Il m'a vendu, c'est à moi, point. Non, il t'a vendu, c'est pas à toi, parce qu'il t'a vendu, parce qu'il n'a pas le choix de te vendre. Mais ça reste sa terre, ça reste la terre de son père. Qui est-ce qui est capable d'entendre ça aujourd'hui? Et parce qu'on ne veut pas entendre cela, on n'entend pas moi, là, je vais faire de la philo, quoi, mais c'est tout c'est Nietzsche, voilà, c'est très Nietzschéen. Exactement, complètement. C'est très Nietzschéen, c'est-à-dire comment il appelait ça, lui, on en a déjà parlé de le terme.
Le ressentiment. Voilà, le ressentiment. On m'a écrasé, on m'a effacé, on m'a humilié, on ne m'a pas laissé ma place, on m'a déraciné de ce que je suis, etc. Au nom d'un humanisme, au nom d'un égalitarisme, au nom d'une... Et donc, on m'a culpabilisé, etc. Voilà. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Et donc, on va inverser. Ce que dit Nietzsche est très vrai. La violence de celui qui a vécu le ressentiment est plus forte que la violence qu'il a subie. C'est extraordinaire ce qu'il ose dire. Quand j'ai écrasé un peuple allemand pendant des siècles et des siècles, au 19e siècle, d'accord? Je l'ai humilié, etc. Ne vous étonnez pas que ce qui sorte soit un ressort de violence encore beaucoup plus fort que ce qu'il est censé avoir subi. Imaginez, d'accord? Et ça, on connaît tous. Un jeune adolescent qui a subi une souffrance dans sa jeunesse, etc., si ça s'exprime en violence chez lui, ça sera bien plus grave que ce qu'il a reçu, d'accord? Il a eu quelques atteintes, quelques humiliations, etc., mais ça devient un monstre après. D'accord? Et ça, il faut être capable d'entendre. Parce que la personne que tu avais invitée, rappelle-toi, Shimon Dor, essaye de nous faire entendre ça. J'étais très méfiant parce que voilà, ma question c'est quelle forme ça prend. Et j'étais très intéressé en même temps parce que il essaye de dire. Alors, moi, je n'utiliserai pas le même langue que lui, mais là, volontairement, cette fois-ci, je vais le faire pour que. Il faut entendre la voix de la terre. Elle est vivante, d'accord? C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on essaye de faire taire comme ça n'existait pas. Il faut entendre la voix du corps, la voix de la famille, la voix du peuple, d'accord? Arrêtez de la faire taire en disant au nom de tout le monde il est pareil, etc. Alors pourtant c'est aussi vrai. Pourtant c'est aussi vrai parce que malheureusement si on laisse parler le vol, la mère patrie, etc. Malheureusement c'est exterminateur et on en a bien souffert, d'accord? Mais la chorma de la Torah pour moi c'est ça, entre autres, c'est toujours d'accepter des idées qui sont radicalement opposées et les accepter les deux. Alors, comment je fais? Donc, il y a quelque chose d'utopique en vérité et pas qui est de l'ordre du compromis. C'est une forme d'utopie, le Yermiklat. Et c'est pour ça que je vous l'avais dit la fois dernière, au niveau de l'analyse du texte de la Gemara, j'ai le sentiment qu'on est en train de dévier. On passe de question à la et puis là, on va faire de la Gada pure. Et je dis, c'est à quel moment qu'on arrête de faire la. Et puis de la Gada qui n'ont plus rien à voir. On parlait de l'importance du Limutora, 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 Limutora. Après, ça va être que ça. Quel rapport? Quel rapport? D'accord? Il y a un message de la Gemara ici en vérité. C'est une forme d'utopie. L'air Miklat, c'est amusant. On est en train de parler de la ville Miklat et on a dit, mais c'est la Miklat dont on parle ou c'est n'importe quelle ville? Parce que quelque part, ce qu'on va en train de dire, je dis, c'est des questions d'aménagement du territoire. N'importe quelle ville, il faut amener de l'eau. N'importe quelle ville, il ne faudrait pas vendre d'armes. N'importe quelle ville, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une population ni trop grande, les trop grandes cités, c'est pas bien, ni trop petite non plus, etc. Donc finalement, la Miklat, qui est censée être la ville exception, devient au contraire une sorte de ville modèle. Il faut qu'il y ait Israël, Cohen et Lévi. Pourquoi Cohen et Lévi, Israël? C'est une forme de modèle de société. C'est quand même pas la prison qui est une modèle de société, c'est quand même pas la ville. Et puis il faut que le ravi vienne, il faut que je veux dire, à un moment, on se dit, la Gemara, elle est sérieuse là ou en vérité elle joue avec moi? Non, 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 je suis très sérieux, c'est l'halakha. Mais très sérieusement, quand quelqu'un a tué sans faire exprès, on oblige son rave à venir avec lui. Non, mais quand c'est un rave qui a tué, on a toute les shivas de. Arrêtez, vous exagérez. Non, non, ça c'est l'halakha. La gada, c'est après, hein, attention. C'est très étrange. Et c'est cette question utopique, la Yamiklat, comme très souvent dans la Gemara, c'est dans les questions limites que l'on arrive à appréhender toutes les idées. Une idée, quand elle est de manière très large et consensuelle, j'arrive pas à la saisir. Bah oui, tout le monde est d'accord que la liberté, c'est ça, en gros. D'accord. La question, c'est quoi la liberté au niveau extrême? C'est quoi la vie et la mort au niveau extrême? Ah là, on n'est plus d'accord, par contre. C'est là qu'elle s'arrête. Ah non, je suis pas d'accord, la vie, elle s'arrête pas là, etc. C'est toujours dans les limites qu'on arrive à définir, ou en tout cas, là, c'est la même chose. La question du vivre ensemble, la question de la vie en société, de la ville, je ne vais pas la poser pour n'importe quelle question. Je vais pas l'aborder, je vais pas l'appréhender pour n'importe quelle ville. D'accord? Pas besoin de ça. Je vais précisément découvrir c'est quoi n'importe quelle vie, c'est quoi une ville, c'est quoi une vie en société, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'un lieu devient un lieu de vie, d'accord? À partir de Yermiklat. Voilà. On avance un petit peu. Je dis, cette braïta, elle est vraiment, vraiment intéressante. Hein. On continue dans toujours le même texte. Hein. Est-ce qu'on a encore un Rachid dessus? La Imen Shamaim, regardez, Rachid. Et s'il n'y a pas d'eau,
Keshenaflou begoral bime Yoshua. Pourquoi y aurait-il pas d'eau? Parce qu'on vient de dire que normalement il doit y avoir de l'eau. Donc si à l'époque du Goral, quand on a décidé avec le Goral quelle ville revenait à qui, etc. Donc on a donné aux Lévim des villes, d'accord. Et Viulaim, donc si à ce moment-là il y avait de l'eau, et après il y a plus d'eau, et Viulaim amot maim hareken minane arod arechokim, des fleuves qui sont lointains. Excusez-moi, je me rends compte que Rachid n'apporte pas cette explication. C'est une autre explication. Rachid, non, dit même à l'époque du Goral, il pouvait arriver que par le Goral, puisque c'est tiré au sort, on tombe sur des villes, même à l'époque du Goral, il n'y avait pas d'eau. Donc on devrait normalement faire attention à ce qu'il y ait de l'eau, mais s'il n'y a pas d'eau déjà à l'époque, il fallait prévoir donc des moyens de dérivation pour qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait des shvakim, shimtseu mezonot, les knots, pour qu'il y ait de la nourriture. Il faut qu'il y ait, même comme Ochlousin, qui est une population, chez Youk Farim, Veishuv Smuchim, qu'il y ait des villages, qu'il y ait des endroits habités à côté. Chez le Yavou Goale Adam Merobim, à la Ir Bechel, regardez jusqu'où on va aller imaginer que les Goalim Adam ne viennent pas en grand nombre comme une armée pour faire le siège de la ville. On va jusqu'à imaginer un truc pareil. On va imaginer qu'un Goalim va se cacher, va rentrer. On dit tout est possible. Imaginez-vous quelqu'un à tuer, la famille est très en colère. Elle appelle tous les cousins, elle paye des mercenaires, etc. Je veux la peau du gars, d'accord? Et on va prendre la ville. Donc, s'il y a des villages, etc., autour, le fait qu'il y ait une population autour, elle voit arriver tout ça. Et elle peut essayer de retenir, elle peut prévenir, on peut se barricader, etc. D'accord? Ou bien, je ne sais pas moi, toutes les familles créent une association, toutes les familles lésées par... on va tous rassembler, en fait. Donc, c'est sérieux, franchement. Est-ce que vraiment, on va imaginer qu'il y ait... En tout cas, à cause de cela, on impose on dit pas c'est bien, on impose qu'il y ait des villages tout autour et que s'il n'y en a pas, on a l'obligation de payer des gens au nom que peut-être un jour tous les Goaladins vont se réunir. Je dis, c'est utopique, il y a quelque chose de. On sent bien qu'on a affaire à une forme de vision. C'est vraiment pour ça que tu veux des villages tout autour, d'accord? On est dans une vision d'aménagement du territoire. C'est quoi une ville, d'accord? Vraiment, n'importe quelle ville en vérité. Une ville, c'est quelque chose qui a une certaine taille, ni trop petite ni trop grande, est entourée de quelque chose tout autour. Et que dès qu'on est coupé de tout cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est intéressant, c'est qu'on recrée du lien social. On recrée du lien social. Pour ce Goël Adam, pour que lui il vive et qu'il soit protégé, on oblige plein d'autres juifs à créer du lien social pour lui. Il a coupé ce lien social, il a tué quelqu'un. Ben pour que lui vive, on lui dit, tu sais, pour que toi tu vives, il a fallu qu'on construise une ville, il a fallu qu'il y ait des gens, il a fallu qu'on crée un village juste à côté, on a fait venir de l'eau. Quoi, tout ça pour moi, vous avez fait? C'est fou, quoi. Donc c'est pas juste qu'on lui a mis 4 murs autour avec des gardes pour que personne ne le tue. Pourquoi un village autour? C'est une ville moyenne. Non, on a dit, il faut qu'il y ait Orkloussine, il faut qu'il y ait des villages autour, c'est obligatoire. Parce que s'il n'y a pas de village autour, eh ben, les Goalim Madame, ils vont tous arriver ensemble et ils vont prendre la ville. Moyenne, ça suffit. Non, ville moyenne. Il faut que la ville moyenne soit entourée de villages. Il faut qu'il y ait quelque chose d'habité autour. Vous imaginez tout ce que ça demande pour protéger des gens. Mais c'est plus de la protection, là. Si, c'est de la protection aussi. La ville de refuge, c'est pas des barricades. C'est pas des remparts. Et notre idée, c'est un endroit où il y a des remparts. Non, tu vas vivre dans un endroit qui s'appelle une ville, et le fait de vivre dans une ville, ça va te sauver. Et c'est très beau comme idée. On crée une vie entière pour te sauver toi. Mais c'est moi qui es tué, vous faites tout ça pour moi? Bah oui. C'est un modèle d'intégration. Voilà, c'est exactement. Ben, on avait déjà parlé de la notion d'intégration par rapport au guérim. Vous avez vu dans quel cas est-ce que le guerre aussi. C'est vraiment la question. Et c'est la meilleure façon effectivement de réparer. De dire, tu te rends compte de tout ce qu'on fait alors que toi, tu as fait l'inverse. Nous, on fait ça pour te faire vivre. On a fait venir de l'eau pour que tu vives. On a payé des gens pour aller habiter à côté. On a payé un médecin pour s'installer ici. On a construit une route, etc. pour que toi, tu vives ici. On a fait venir ton rave pour que tu vives ici. C'est incroyable. C'est-à-dire, on va jusqu'à dire qu'il ne faut pas habiter les grandes villes ou les petits hameaux. Oui. Pas il faut pas, il y a pas il faut pas, mais c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est présenté comme des modèles. Toute société, tout État a besoin de très grandes métropoles. Toute société a besoin de tout petit. Heureusement qu'on a aussi. La preuve, c'est qu'on crée des villages autour de cette ville-là. Donc ça veut dire que c'est bien qu'il y ait des villages. Mais le modèle, et le Ravish a beaucoup écrit là-dessus. C'est très intéressant. Le Ravish, à la fin du 19e siècle, il a tout un pirouche. Quand on parle à des Harry Lévim, il y a un migrash.
Migrash, c'est-à-dire autour de la ville, il y a tout un endroit où on n'a pas le droit de construire. Et ad vitam aeternam. Il est ce qu'on appelle les migrash. Donc, une certaine mesure. Et donc, il dit que ça veut dire quoi? Au bout d'un certain moment, les gens vont avoir des enfants, etc. Et donc, la ville, elle a tendance à s'accroître. Il dit le fait qu'il y ait un migrash, ça oblige qu'au bout d'un moment, on soit obligé de quitter la ville pour construire une autre ville. Il n'est pas prévu à l'époque, les gratte-ciel. Mais, et lui, il le dit vraiment dans ce sens-là. Il dit parce que la Torah a une vision de l'urbanisme. Elle a aussi une certaine vision. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait Yerushalayim qui soit très grande, etc. Et c'est normal, parce que Yerushalayim a un autre rôle. Mais que les villes normales ne doivent pas être trop petites, ne doivent pas être trop grandes, etc. Et qu'il faut plein de petites villes entourées de petits villages, d'accord, etc. Et ça crée une vie en société qui est beaucoup plus équilibrée d'une certaine façon. C'est un modèle pour justement les fonctions de Yannick, pas forcément. Je pense que non. Moi, je pense qu'au contraire. C'est ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'on se rend bien compte qu'en fait, c'est plus le Goël Adam qui est derrière. C'est plus le Goël Adam qui est derrière. C'est que tu cherches quand même l'intégration de votre serre. Oui, c'est vrai. Mais protection, l'histoire des villages autour, etc. C'est une histoire. C'est vrai, mais ça, tu as raison. Mais en même temps, je pense qu'on est en train de créer un modèle de ville. Parce que quand on va te dire, d'abord, le simple fait de te dire, il faut qu'il y ait des marchés parce qu'il faut qu'il y ait de la vie, etc. Bah, si tu dis que c'est vrai pour le Goël Adam, c'est vrai pour n'importe qui vit dans la ville. Donc, si tu veux qu'une ville elle soit viable, parce que l'enjeu c'est qu'elle soit viable, donc il faut créer des marchés. Non, mais l'histoire des sièges, pour éviter le siège. Oui, j'ai dit, moi, quand on entend ça, je dis, cette histoire du siège me paraît tellement improbable que moi j'ai le sentiment que la Gemara, elle ne dit pas tout là. D'ailleurs, c'est pas la Gemara qui le dit, c'est Rashi. Comme si le Goël Adam était prétexte à une réflexion sur c'est quoi la vie en société. Parce que lui, justement, il a mis fin. Il a mis fin, mais il a porté atteinte à ça. On peut aller jusqu'à dire qu'il ne faut pas habiter les petits villages ou les endroits. Pas, il ne faut pas. La preuve, c'est qu'on en a besoin. Ouais, mais que celui qui le fait, il faut qu'il sache, c'est au prix de quelque chose. Et ça sous-entend que celui qui a tué Boshogeg, il aurait peut-être habité dans une grande ville ou dans un tout petit hameau. Oui, pourquoi pas. Lui, il aurait peut-être voulu. Est-ce que s'il était dans une ville normale, il aurait fait attention à ses voisins ou pas? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. On peut aller jusque-là? Non, ça, je ne pense pas. Non, ça, je ne pense pas. Non, parce qu'on n'est pas en train de dire que c'est la ville qui influe sur son comportement. Oui, il y en a qui est malade, il voit ici, il y a un malade. Oui, peut-être. Pendant 3 mois, personne ne va voir ce qui se passe. Oui. Mais c'est ce que vous dites, c'est quand on dit la ville, elle est tellement grande que n'importe quel Goël Adam peut venir tuer sans aller personne n'a remarqué. Voilà. Mais je dis une réflexion sur la vie, c'est une réflexion comment faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est ça qui traverse tout ce qu'on est en train de dire là. Éviter le danger, ça c'est une chose, mais également permettre la vie, de faciliter cette vie, la rendre possible. Donc il faut de l'eau, etc. Donc il faut de la Torah. Et on va arriver à la question de la Torah après. Et là, c'est un cours, on va changer de sujet, la question, ça va être que la Torah. C'est une blague. Mais dans le modèle, il y a quand même l'élimination des armes, ce genre de choses. Voilà, tout à fait. Et là aussi, pour moi, c'est clair que c'est un modèle. Est-ce que vraiment tu penses que la Gemara, elle considère que c'est uniquement dans ces villes-là que, encore une fois, de manière utopique, hein, dans le meilleur des mondes, il n'y a que dans ces villes-là qu'il ne faudrait pas d'armes. Est-ce que la Gemara ne pense pas que le mieux, c'est que dans aucune ville, il n'y ait pas d'armes? Les Charvot, comment s'écrit Charvotam les Itim, qui transformeront leurs épées en socs de chariot, etc. Donc tu es en train de me créer un endroit qui est un endroit de Géoula. C'est un endroit dans lequel il y a le shalom, il n'y a pas de meurtre, il y a des Israël. Tu me dis, la ville de refuge, qui aurait dû être une sorte de ville d'exception, devient au contraire la ville modèle. Et d'ailleurs, si tu sais, il n'y a pas assez de monde, tu vas faire expansion du monde. Attention, fais attention qu'il y ait Israël, Cohen et Lévi. Pourquoi il faudrait Israël, Cohen et Lévi? Mais parce que j'ai besoin ici d'un modèle de société. Et il faut un rave, attention, il faut qu'il y ait son rave. On a dit, mais ça va, t'as qu'à créer un Beth-Midrash, il a qu'à aller au Beth-Midrash du coin. Non, le Beth-Midrash du coin, c'est pas sa Torah, lui. Hein. C'est incroyable. Jusque-là, tu vas, ah bah oui, il faut le faire vivre. Mais lui, il a tué quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut le faire vivre. Venez en avant, justement. Il peut y avoir d'autres raisons que quelqu'un soit en danger, pas seulement parce qu'il a tué Boshogeg, mais tout simplement parce qu'il est poursuivi, en danger, etc. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris. Je dis, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles quelqu'un peut être en danger, pas uniquement parce qu'il a tué Boshogeg. Oui, tout à fait. Mais ça, alors, dans ces cas-là, on ne parle pas de Yermiklat. Mais on peut, à partir de Yermiklat, réfléchir sur ces questions-là.
Vous avez raison, bien sûr, vous avez raison. Il y a d'autres choses qui font que quelqu'un puisse être en danger. Mais la réflexion du Miklat, elle est intéressante parce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas fait exprès. Et que le danger, on le crée quasiment. C'est-à-dire, on aurait pu, la question de Charles, on n'a qu'à interdire les Goël Adam et puis c'est tout. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement une protection, il y a autre chose derrière. Ah non, ça c'est clair, bah oui, tout à fait, exactement. Alors, on avance. Est-ce qu'il y a encore un Rashi? Oui. Non, il n'y a plus de Rashi dessus. Non, si. Oui, Klizaïn, des armes. On n'a pas le droit d'amener des armes. Shiloikne Goël Adam, Sham, Zayin, que le Goël Adam n'ait pas acheté des armes là-bas, Yarog, et qu'il tue. Chez Miyavi Klizaïn Mukomo, parce que s'il a amené une arme avec lui, Yarkishubo, on va le remarquer. Donc, qu'est-ce que va faire le Goël Adam? Il va rentrer, personne ne le remarque, et puis sur place, il va acheter des armes. Ou Kli Metsuda, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'outils qui servent à chasser, donc des pièges, des filets, etc. Pourquoi? Avbaem Orgin Chayot, parce normalement, ça sert à tuer des animaux, hein, mais de peur que le Goël Adam n'en profite pour tuer ici le Rotséar. Dans la suite de ce qu'on était en train de dire auparavant, si on est en train de dire que la Torah, que la ville devient une ville modèle, on est en train de dire que même la mise à mort des animaux devient quelque chose à rejeter. C'est que tu protèges la vie et quelque part, tu laisses plus de place du tout à la mort, même pas à la mort des animaux. Et pas uniquement pour protéger le Rotséar. D'après la lecture que j'ai donnée, que c'est cela la ville modèle dans le principe, d'accord? Même l'animal n'est plus en danger. Même l'animal, dans ce genre de ville, on crée une société dans laquelle même les animaux seraient plus en danger. Donc une vision qu'on connaît depuis Bereshit. On n'a pas besoin on n'a plus besoin de tuer pour vivre. C'est magnifique comme idée. On tue pas sans faire exprès et on tue même plus du tout même pour vivre. On vit en vivant, on vit sans mettre à mort quoi que ce soit et quoi que ce soit. J'ai quand même eu la viande. Oui, à l'époque certainement, évidemment, on ne va pas jusqu'à interdire la consommation de viande, mais tu sais très bien que dans notre vision de la fin des temps, l'idée qu'il n'y ait pas de viande, elle est tout à fait envisageable. Bien envisagée par certains. Ouais. Oui, je faut dire envisageable. Voilà. Ça ressemble presque au Gan Eden, hein, cette Hermiclate. Hein. Ça donne presque envie de tuer. Non, ça donne peut-être envie. Non, parce que la très grande majorité des gens qui y habitent ne sont pas des Rotsrim. Mais ça donne envie de dire j'aimerais bien habiter une ville pareille. Voilà. On va créer une ville, on appelle ça des villes pilotes. Aujourd'hui, on dirait qu'elle fonctionne à l'éolienne et voilà. Alors, on continue la Gemara. C'est Rabbi Nechemia qui donc dit qu'il faut qu'il n'y ait ni d'armes ni d'outils de chasse. Les Chachamim, eux, autorisent la vente de cela parce qu'ils considèrent, eux, probablement que ce n'est pas ça qui fait le danger. C'est-à-dire, du moment que le Goël Adam il est là, normalement il est remarqué, et ce n'est pas ça qui ferait plus le danger. Il peut très bien venir avec ses propres armes, on n'aura rien changé. Veshavin, par contre, ils sont d'accord. Et Rabbi Nechemia et les Chachamim, par contre, chez En Porsin Betochan Metsudot, qu'à l'intérieur même de la ville, par contre, on n'a pas le droit d'y placer des pièges. Ve'en Mafshilin Letochan Chavalim, et on ne fabrique pas, c'est-à-dire on ne va pas là-bas étendre des cordes, des Chavalim. Pourquoi? Pour que le Goël Adam ne risque pas de s'y trouver. Quel rapport? Alors là, qu'est-ce que ça apporte? Regardez Rashi. Non, c'est pas Rashi qui dit ça. C'est encore Rashi, d'ailleurs, il n'explique pas. D'après les explications qui sont apportées généralement, c'est que l'artisanat de la corde demande beaucoup de travail et ça attire énormément de monde. Et que ça attirait trop de monde. C'est quand même étrange là aussi. Là-dessus, tout le monde est d'accord que même si c'est une petite ville, mais il y a certains métiers que si on permet ce genre d'artisanat-là, ça va attirer tellement de population et tellement de clients et de passages qu'on risquerait de ne pas pouvoir voir le Goël Adam. Donc ça, on ne permet pas. Là aussi, ça me paraît un peu trop étrange que tout d'un coup,
Ce métier. Non. Comment? Juste ce métier. Voilà, juste ce métier-là. C'est... Non, tout le monde est schmatos, mais d'accord. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui paraissent. On peut plus les choses, hein. Oui, nous, quand on lit ça, alors qu'on vient de parler de piège juste avant, quand on parle de corps, ça s'attend beaucoup plus à quelque chose qui servirait à tuer plutôt que. Alors qu'ici, c'est le travail même qui est le fait d'être poète. Ouais. Je vais un petit peu creuser ça, on va voir s'il n'y a pas d'autres explications. Parce que dans ce cas-là, oui, ouais, ce que je vois, on note ici, si le problème c'est cela, on aurait juste interdit la vente, pas de la fabrication. C'est juste le fait de fabriquer. Peut-être de peur que le Rotsière, s'il y a une grosse industrie de cordes sur place, il soit amené à travailler là-dedans. Oui, mais dans ce cas, n'importe quelle industrie. Donc il faudrait dire que cette industrie aussi attire beaucoup de monde. Non, c'est peut-être difficile, c'est peut-être facile de tuer une industrie de cordes plutôt que. Je ne sais pas. Là, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà pour le goufa, c'est-à-dire pour le texte que l'on a ramené, qui a, de manière générale, pour but de nous dire tout ce qu'il faut pour permettre au Goël Adam d'être dans une ville avec des conditions qui assurent sa survie et sa protection. Voilà, on a résumé l'ensemble de ce qu'on a dit. Donc, Mara va rajouter, elle va dire Amara Bitzrak, Maïkra, qu'est-ce qui sert de pasouk? Quel est le verset qui est à l'origine de tout ce qu'on a dit là? D'où est-ce qu'on sait qu'effectivement, il faut toutes ces choses-là? Nulle part dans la Torah écrit qu'il faut qu'il y ait de l'eau, qu'il faut qu'il y ait ceci, qu'il faut qu'il y ait cela, etc. etc. D'accord? Réponse Venas el achat minarim el vachai. Il est écrit qu'il s'enfuira dans une de ces villes-là et il vivra. Vachai et il vivra. Comment est-ce qu'on nous on lit rapidement? Il vivra dans ce sens, il sera protégé, il ne sera pas mis à mort par le Goël Adam. Réponse non, vachai, il vivra à vide les midé de tehevelechiyuta, fait en sorte de faire les choses qui vont lui donner la vie. Donc ce n'est pas uniquement vachai au sens il a sauvé sa peau. Mais Vachai fait en sorte de lui donner la vie, d'accord? Comme on dira Vecher Chichaimar ou d'autres endroits, qui a une obligation d'aider l'autre à vivre. Et donc le but, c'est de permettre pas que le sauvetage et la survie du Rotséar, mais sa vie tout court. Et donc pour ça, il faut qu'il puisse manger, puis il faut qu'il vive en paix, etc., etc. Alors à partir de là, on va réfléchir sur cette notion de vie, c'est-à-dire. Peut-être aussi, oui. Il prévoir des séances. Voilà. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on rajouterait. Aujourd'hui, on rajouterait plein de choses. Il faudrait prévoir des parcs, il faudrait un endroit plus avec un petit peu d'ombre, et puis voilà, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle une vie normale. Tana, on a enseigné. Talmid Shegala, Baglin Raboimo, Shenemar Vachai. Si déjà tu m'as dit qu'il faut qu'il va Vachai, je vais citer une braïta qui va justement de ce sens-là et qui va nous rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit. Qu'un élève qui a dû aller en exil parce qu'il a tué sans faire exprès, on met en exil son propre maître, qui n'a rien fait, lui. Chez Neymar Vachai, parce qu'il écrit, il vivra. Avid les midete, il faut que tu lui donnes les moyens de vivre, s'il faut lui donner. Mais je ne comprends pas, parce que lui, je dois le faire vivre, c'est au dépend du rave. C'est très, 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 très étonnant. On inverse toutes les valeurs, là. C'est disproportionné. Pourquoi c'est vital? Voilà. Alors, d'accord, c'est vital. Je veux bien que ce soit vital pour lui. Mais voilà. Alors, généralement, ce qu'on va répondre, c'est-à-dire qu'à condition qu'on est dans une relation maître-élève qui est spécifique dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est le rave de cet élève, c'est le disciple de ce rave. Et ça, c'est un lien trop fort et trop vital. Mais que si le rave a beaucoup d'élèves, a plusieurs élèves, c'est pas pour faire vivre l'un que je vais empêcher les autres de vivre non plus, d'accord? Mais pourtant, ça nous paraît évident, et c'est évidemment la conséquence, mais pourtant on ne le dit pas. Parce qu'il faut entendre, la Torah t'a dit que tu dois le faire vivre. Ah oui, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre à tout prix. On reste dans quelque chose un peu agadique. Voilà, vous avez compris. Alors qu'on ne dit pas que c'est agadique, mais on sent bien qu'il y a un côté trop extrême, trop exagéré dans ce qui est dit là, et pourtant c'est clairement l'halakha. Oui. Après, en réalité, est-ce qu'il y a une frontière aussi ferme entre les... Non, évidemment. C'est ce qu'on a dit. Amarabizeira, Raberezera, Dimikan, Shelo, Yishne, Adam, Metalmit, Sheno, Hagun. Extraordinaire. Très bien. Alors, voilà ce que j'ai retiré comme enseignement de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il faut qu'il vive, etc. Rabbi Ribibou, il n'arrête pas de dire, de là, on voit qu'il faut créer une société. Moi, tu sais ce que j'ai appris de là, c'est que quand tu enseignes la Torah, fais attention à qui t'enseigne la Torah. De ne pas avoir à subir. Donc, quel rapport chez Noagoun? Quel rapport s'il est Agoun ou pas Agoun? Donc, c'est bien ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que quelqu'un qui tue sans faire exprès, ce n'est pas quelqu'un qui est Agoun pour étudier la Torah. Elle est magnifique, cette Gemara. Elle est magnifique, la Gemara. Sans faire exprès. Sans faire exprès, en étant négligent. Mais quel rapport? Il peut étudier.
Et il ne peut pas étudier la Torah. C'est-à-dire, quand tu es un rave, regarde bien tes élèves. Tu sens chez quelqu'un, il a un rapport à la vie, il a un rapport aux hommes qui est déficient. Ah, c'est pas un tueur, c'est pas un meurtrier, c'est pas un voleur, il dit de la shonara sur personne, il n'y a rien. Mais il est un peu négligent dans sa forme. Il manque de responsabilité. Écoute, ne nuance pas la Torah. Et ça s'appelle Tamid Sheno Hagun, qui est normalement une expression réservée à tout à fait autre chose. C'est quoi Tamid Sheno Hagun? On fait tomber les barrières, et c'est incroyable. C'est quoi Tamid Sheno Hagun? C'est quelqu'un qui a des pensées qui sont renégates, qui a des gens qui méritent pas qu'on leur enseigne la Torah parce qu'ils sont ou moralement, ou au niveau spirituel, religieux, etc., déviants. Ça, c'est Tamid Sheno Hagun, d'accord? Et il croit en des choses qui ne sont pas justes, il ne va pas lui enseigner la Torah. Mais tu sais quoi? Ce genre de personne, il tue sans faire exprès. Quel rapport? Ou dans l'autre sens, quelqu'un qui tue sans faire exprès, il est peut-être pas très clair dans sa vision du monde, son rapport à Dieu, etc. C'est incroyable. Hein. Donc, c'est extrême. C'est extrême. C'est même le contraire. On dit miteur chez le Lishma Balishma, donc on lui enseignait. Alors, on avait déjà abordé ça, rappelez-vous, cette question de miteur chez le Lishma, quand on a parlé de Rav Sadia Gaon. Il faut bien différencier un miteur chez le Lishma et aujourd'hui, on ne sait pas faire cette différence entre faire les choses de manière intéressée, mais on peut les faire de manière intéressée, mais de les faire bien, et de les faire avec beaucoup d'exigence, et de manière très sérieuse et sans concession, mais c'est intéressé. Et faire les choses pas bien. On n'a pas dit, écoute, accepte que quelque chose soit mal fait, de manière tordue, de manière perverse, de manière où les intentions, pas elles sont intéressées, mais elles sont fausses, c'est pas la même chose. C'est-à-dire où la personne, c'est pas qu'elle est intéressée, mais elle a un rapport au monde qui est pourri, d'accord? Ça, on n'a pas dit, oui, mais si tu commences comme ça, grâce à ça, il va. Non, ça, on n'a jamais dit. On a toujours dit l'inverse. On dit un talmide qui est mauvais dans sa façon d'être, il n'y a pas écrit enseigne la Torah, il va devenir bien grâce à la Torah, c'est pas vrai. Il sera pourri avec la Torah, ce qui est pire encore. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence, et ça, c'est très français là aussi. Celui qui est intéressé est très mal vu. D'accord, quelqu'un qui veut un gros salaire, etc., et qui va se donner à fond, etc., c'est très mal vu, d'accord, parce qu'il aime l'argent, parce que, etc., etc. Non, je ne parle pas d'Amérique, c'est très français, d'accord. Mais quelqu'un qui est médiocre, etc., on lui pardonne tout. D'accord. Et il vaut mieux être dans la classe, le petit dernier, que le gars qui se la joue, etc. Alors, c'est bien d'être ni l'un ni l'autre. C'est bien de faire les choses par amour, de la vérité, etc., bien sûr. Mais des deux, c'est quand même celui qui est intéressé, qui est bien, parce que lui, tu peux le changer. Parce que lui, il a quand même accès à la science, il a quand même accès à la connaissance. Il recherche une forme de vérité. Il le fait par un intérêt, c'est sûr. C'est certain. Et en plus, à plus forte raison. À plus forte raison, vous allez dans mon sens. Et à la vérité, c'est qu'on est tous intéressés, d'accord. Donc, il ne faut pas présenter l'intérêt comme quelque chose qui est irréversible, comme profondément mauvais, etc. D'accord. C'est pas vrai. L'intéressement sert une bonne cause, d'accord. Or, ça n'a rien à voir. La médiocrité, c'est tout à fait autre chose. La médiocrité, le manque de responsabilité, le fait de se déresponsabiliser sur autrui, etc. Avec ça, on ne peut pas faire quelque chose de bien. Parce qu'elle a toujours une excuse pourquoi elle n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. Donc elle ne va jamais changer. Elle va jamais. On dit, tu sais quoi, tu n'as pas mis les tefilines ce matin. C'est pas grave, tu les as mis une fois par semaine. C'est déjà bien, d'accord. Ce discours qui n'est pas celui de l'intérêt. De lui dire, écoute, tu mets tes tefilines tous les jours, tu auras le Gan Eden. C'est beaucoup mieux que de lui dire, mais au moins tefilines une fois par an. Ça va. D'accord. Tu as montré que tu étais quelqu'un de bien. Non. Parce que je lui ai pris une sorte de tu n'es pas capable d'étudier une chasse. Pas grave, étudie rapidement des petits trucs. Non, il faut lui dire la Torah. Par contre, c'est beaucoup mieux de lui dire, je sais que c'est difficile, mais si tu le fais, tu recevras une récompense. Je te paye tous les jours, tu vas au collège, je te donne une belle somme. Ça peut donner des gens extraordinaires, ça. Et on passe tous par là. Heureusement, on passe tous par là. C'est très, très différent. Et aujourd'hui, pour nous, c'est pareil. D'accord. Dans les deux cas, c'est une forme imparfaite d'études ou une forme imparfaite. Et dans le imparfait, on met tout dans le même sac. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même raison pour laquelle c'est imparfait. C'est les bases de la Torah C'est les bases de la Torah qui a une récompense. Normalement, bien sûr. Ça devrait être. Si tu respectes mes lois, tu auras la pluie et le contraire. Exactement. La Torah elle-même joue ce jeu-là. Exactement.
Je suis d'accord avec vous. Et la Torah ne dit pas, si tu fais pas tout, c'est pas grave, fais un petit peu. La Torah ne dit pas ça. Elle préfère dire, je sais que c'est difficile, mais tu auras telle récompense, et tu auras telle récompense, etc. Donc la Torah pousse à nous dépasser en nous donnant, en nous stimulant, d'accord, et elle ne justifie pas toutes nos erreurs et nos manquements, etc., en disant, c'est pas grave, l'essentiel, c'est le cœur, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne intention, etc., etc. Ça, non. On termine. Amar Rabbi Zeira, Amar Rabbi Yochanan, Harav Shegalam, c'est le maître qui a dû aller en exil. Maglin Yeshiva, on met en exil toute sa yeshiva. Pourquoi? Parce qu'un Rav ne vit pas sans ses élèves. Maintenant, si j'applique ce qu'a dit Rabbi Zeira, c'est-à-dire que le Rav n'était pas Agoun non plus. Il y a quelque chose de pas Agoun chez le Rav, quand même, si on arrive à cela. Alors, Eni, vraiment, c'est possible ce que tu es en train de dire? Que un Rav chez Gala, Maglin Yeshivato Imo, qu'un Rav, tu es en train de parler d'un Rav cette fois-ci, qui va en exil, on amène sa yeshiva avec lui. Véa, et pourtant, Rabbi Yochanan a enseigné, le même Rabbi Yochanan, Minaïn et Divrei Torah Shehen Koltin, et là, regardez comment est-ce qu'on dévie complètement, que les paroles de Torah en elles-mêmes sont Koltin. Le Koltin, c'est l'expression qu'on utilise depuis le début, depuis la Mishnah, sur est-ce qu'une ville, elle est collée tête ou elle n'est pas collée tête, une chaîne miklat, c'est être un abri. D'où savons-nous que les paroles de Torah sont elles-mêmes un abri? Chez Nehemar et Betzer Bamidbar, donc on nous donne là-bas dans la Torah les noms des villes qui sont des villes de refuge, et entre autres on dit Betzer Bamidbar, et juste après avoir fait la liste, on dit Vezot Torah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. Donc il y a quoi comme ville de refuge? Il y a Betzer Bamidbar, etc. Et aussi la Torah, d'accord? On lu à la suite. La Torah est une ville de refuge, d'accord? Donc, je lis cette Gemara, ça voudrait dire, je m'en tiens dans la question, ça veut vraiment dire ce que je veux dire maintenant, que dans la question, on est en train de dire que celui qui étudie la Torah, le Goël Adam n'a pas le droit de le tuer. Ville de refuge. Donc voilà, j'ai la solution, on a dit, des villes de refuge. J'ai la solution des villes de Lévi. J'ai une autre solution. Je vais à l'Yeshiva et je vais étudier. Regardez, on a étudié. Où est-ce qu'on est là maintenant? Tu sais quoi, la ville de refuge, c'est une ville dans laquelle il y a de l'eau. Ou bien, tu vas à l'Yeshiva. Allez, va te mettre un peu au limou, tu vas voir. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, comment tu peux me dire qu'il est Maglin Yeshiva Toimo? Ça, Yeshiva, c'est déjà une ville de refuge. Donc il n'y a pas de Maglin Yeshiva Toimo. Il est déjà protégé. La Kashia, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une question. Beidna de Asigba, là c'est au moment où il étudie. Beidna de la Asigba, ce n'est pas la Yeshiva, les murs de la Yeshiva qui protègent. C'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire au moment où il étudie, à l'instant où il étudie, il est protégé. Maintenant, il suffit qu'il arrête d'étudier 2 minutes pour lever la tête, pour respirer, pour boire un verre d'eau. Là, il n'est pas protégé. Là, le Goldam, il est là avec le revolver, il attend, paf, il lui tire parce que là, tu t'es arrêté d'étudier pendant 2 secondes. D'accord? Mais on est en train de dire tout ce qu'on a enseigné jusqu'à présent, avec tous les élargissements, les excès qu'on a dit auparavant, ça équivaut à avoir sa tête dans sa Gemara. C'est pareil. C'est fou. Alors, la Gemara n'est pas finie, hein. Attention. Nous, on va s'arrêter là, la Gemara n'est pas terminée, mais on est en train vous voyez bien, je veux dire, on dévie. Et on va tellement dévier qu'on ne va parler que de Torah. L'importance de la Torah. Mais tu es en train de me dire que l'aménagement du territoire, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, qu'il faut construire des routes, après on va dire qu'il faut des... Oui, et tu sais combien c'est important d'étudier la Torah. Alors viens, on va parler de l'importance d'étudier la Torah. Et c'est ça qui protège un homme du Goël Adam. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée.